Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ouvrir ces deuxièmes journées de nos rencontres. L'amphi est presque plein. Vous avez bien compris que par ces temps de chaleur, il était particulièrement avisé d'assister au débat de 8 h du matin. Alors, je reconnais aussi un certain nombre des membres de vos équipes. Je reconnais même mon président Jean-Hervé Lorenzi qui est là, que j'embrasse. Et donc nous sommes réunis pour parler de décarbonation et je ne doute pas évidemment que c'est également vos préoccupations et votre détermination par rapport à cette grande question qui vous conduisent à être là devant nous. Alors vous allez voir qu'il y a un très très beau panel et dès le deuxième jour à Aix, on est également en charge d'aborder des solutions. Donc on va évidemment se pencher sur non seulement la nature du problème mais la manière d'y apporter solutions à court terme et à plus long terme. Deux mots simplement pour ce qui me concerne, de telle manière à poser la scène. Vous connaissez l'ambition européenne qui est formidable, alignée avec les obligations nées de l'accord de Paris, qui est de réduire de 55% en 2030 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Aujourd'hui, nous sommes à moins 20%. Et ce moins 20%, donc on l'a fait en 30 ans. Donc là, on a devant nous, si on veut être cohérent relativement à ces engagements, on a une pente qui est particulièrement, comment dire, une pente très pentue. Voilà, allons-y directement. Deuxième élément de contexte, évidemment, c'est très étrange d'ailleurs pour quelqu'un de ma génération d'imaginer d'en parler un jour devant une assemblée. Nous sommes en guerre, certes en guerre économique, mais enfin la guerre est à nos frontières, elle n'a jamais été aussi proche depuis pas mal de décennies. Et tout ça, évidemment, avec notre principal fournisseur de charbon, de pétrole et de gaz. Et pour le gaz en particulier, évidemment, nous allons nous trouver en butte à des contraintes. Et tout ça ouvrant sur un certain nombre de garanties. Nous avons la garantie que les prix des fossiles seront plus élevés dans les années à venir, qu'ils seront plus instables. Et nous avons la garantie, si je puis dire, dans une pirouette, de ne pas nécessairement en avoir assez, ce qui est également assez nouveau. Donc on redécouvre finalement les problématiques de sécurité d'approvisionnement compensées laissées derrière nous, plutôt bien stabilisées par différents mécanismes de marché infrastructure. Alors tout ça, évidemment, si on veut s'efforcer, vous savez, c'est la tradition d'Aix de considérer positivement, eh bien ça présente l'intérêt que nous n'avons pas le choix. Nous sommes sur un vieux continent qui a brûlé l'essentiel de son pétrole et de son gaz, qui va vivre avec des prix du carbone assez élevés, c'est-à-dire une espèce de taxe carbone, qui malheureusement va être touchée par nos fournisseurs, mais qui de fait va nous conduire à déployer plus rapidement les solutions, dont certaines, la plupart en fait, vous seront présentées durant ce début de matinée, à la condition, et c'est plus qu'un codicile évidemment, que nos sociétés gardent leur stabilité, leur cohésion au travers de ce choc. C'est la problématique de la transition juste, dont il a déjà été question durant nos journées, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, et dans ce panel et ultérieurement. Alors on a une très belle organisation, vous allez voir, en donnant tout d'abord la parole à Mauricio Cardenas, qui est désormais, cher collègue, professeur à l'Université de Columbia à New York et qui fait partie du grand centre de recherche en politique énergétique de cette université, mais qui auparavant et surtout a été ministre des Finances en Colombie. Mais ce qui nous intéresse plus, Mauricio a été également ministre de l'Énergie, des Mines, ministre de beaucoup de choses en fait. Mauricio. Merci Patrice. I'm going to apologize, I'll speak in... Excusez-moi, je vais parler en anglais puisque c'est plus efficace comme ça. J'ai 3 points à souligner. Tout d'abord, nous vivons dans un monde où la transition énergétique avance vers une deuxième position, si vous voulez, vis-à-vis de la sécurité énergétique. Il y a eu un panel à Davos et le public pouvait participer à un sondage. Les questions étaient quelles sont les préoccupations principales? Le prix, la sécurité de l'énergie ou les actions climatiques? Et les réponses de ce sondage allaient dans le sens du prix, de l'abordabilité. Ce qui veut dire qu'il y a un écart plus important entre les ambitions et la réalité. Donc, premier point, il faut réduire cet écart entre l'ambition et la réalité.
Deuxième point, la crise climatique n'est pas la seule crise à laquelle nous faisons face. Hier, on a parlé de la crise alimentaire. La faim dans le monde est un problème aussi. On a des guerres, les cyberguerres. Il y a des problématiques liées à la sécurité. Il y a différentes crises qui se chevauchent tous en même temps. Et ils sont plus indépendants que jamais. La crise du climat génère des crises alimentaires qui, elles, produisent des problèmes de santé. Donc, il y a des interdépendances qui sont très importantes. Et ce sont des événements de risque qui se produisent au même moment. Et l'aspect le plus important de cette nouvelle génération de crises est qu'elles sont globales, mondiales, et nous sommes mal armés pour faire face à ces nouvelles crises. Parce que le système multilatéral que l'on a conçu était capable de fournir des biens au niveau national, mais ces crises demandent une réponse mondiale et nous n'avons pas encore le système qui fournisse globalement les biens de consommation générale dont on en a besoin. Et les émissions, c'est une question globale, mondiale. Il faut vraiment s'assurer qu'on a une structure de gouvernance qui peut répondre à cette problématique. Notre système multilatéral peut aider les pays à développer leur propre système, mais est incapable de créer une solution mondiale. Troisième point, une manière de répondre à ce besoin au niveau climatique, de réduire l'écart entre la réalité et les ambitions et de réduire la demande énergétique. On se focalise sur l'approvisionnement, on se focalise sur le développement de nouvelles sources. Et on parle surtout de cela cette année, surtout après l'invasion de l'Ukraine. Mais la demande est également importante. Permettez-moi de vous donner un fait. Si on réduit le chauffage par 1 degré Celsius, on va faire des économies de 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Et le président Biden a proposé à l'Allemagne 15 millions de gaz naturel, ce qui prouve que les chiffres sont assez élevés en ce qui concerne la réduction de l'utilisation des véhicules, de mieux isoler nos bâtiments, etc. Aujourd'hui, on se pose la question de nouveaux approvisionnements de carburants fossiles. Et il faut faire face à cette question. Il faut être pragmatique. On a une crise. Mais ce n'est pas une solution dans le long terme. Une réponse plus en adéquation avec nos objectifs, c'est de réduire la demande en énergie. Il y a plusieurs façons d'y faire. Tout d'abord, on peut demander à la population de faire le nécessaire d'une manière volontaire. Mais bien sûr, les signaux de prix sont toujours très importants. Et nous sommes sur un seuil. On peut saisir cette opportunité au niveau mondial pour réduire les subventions énergétiques, pour augmenter la fiscalité énergétique, surtout la fiscalité carbone. Donc, il faut une fiscalité, il faut une gouvernance mondiale pour le permettre. Mais on ne peut plus répondre à cette crise actuelle avec des subventions énergétiques très élevées. Ce n'est pas une bonne chose dans le long terme. C'est la préoccupation principale que j'ai en vue de la situation actuelle avec les marchés énergétiques mondiaux. Donc, concentrons-nous sur la demande et créons des incentives
pour que les gens s'écartent des combustibles fossiles. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Maurizio. Merci pour avoir mis l'accent sur la demande, parce que finalement, dans les débats d'Aix, on met très souvent en avant, et ce sera fait ensuite, évidemment, des solutions qui procèdent du progrès technique de l'offre, mais dans les tensions que nous avons devant nous, la demande également va compter, à la condition, évidemment, qu'il y ait les bons signaux de prix, ça a été dit. Je vais donner la parole à Xavier Péchakzik, qu'on va remercier tout d'abord, parce que si on est là et si on est éclairé, on le doit à Xavier, qui est le patron d'RTE. Donc RTE, c'est l'opérateur de réseau de transport français d'électricité. Et l'idée de faire intervenir Xavier juste après Maurizio, c'est de continuer à poser la scène des tensions, et notamment des tensions dans les temps à venir sur le système électrique européen et français. Xavier. Oui, merci Patrice. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous dire que, alors moi, je vais remercier Maurizio et je vais me concentrer sur l'Europe et sur la France, si vous en êtes d'accord. En Europe et en France, on croule sous les objectifs. On en a plein. Au niveau communautaire, on a des objectifs de réduction de CO2, on a des objectifs de volume de NR, on a des objectifs d'efficacité énergétique qui ont été encore actualisés la semaine dernière. Et donc ça, c'est pour 2030. Et puis pour 2050, on a aussi beaucoup d'objectifs, zéro carbone net. On sait qu'il fallait faire beaucoup d'efficacité et beaucoup de transferts vers l'électricité. Et jusqu'en 2020, on était dans un monde de mondialisation plutôt heureuse. On avait beaucoup d'objectifs très ambitieux et ni l'Europe ni la France ne les respectaient. Du tout. Voilà. Et en 2020, 21, 22, il s'est passé 3 choses. Il s'est passé le Covid, qui a tendu les marchés mondiaux, les marchés européens d'énergie. Il s'est passé la guerre en Ukraine. Et il s'est passé quelque chose en France, c'est que le parc nucléaire a subi un défaut générique, ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte, qui, en plus des tensions sur le gaz et sur le pétrole, crée des tensions sur la production d'électricité en France. Et donc on est passé d'un monde de mondialisation plutôt heureuse, dans lequel on avait de jolis objectifs qu'on ne respectait pas parce qu'on n'était pas sur les bonnes trajectoires, à un monde dans lequel on est dans une mondialisation plutôt contrariée et plutôt compliquée, avec 3 événements qui ont créé des tensions particulièrement fortes. Et donc Patrice le disait, essentiellement, d'abord on le voit, tension sur les prix du pétrole, sur les prix du gaz, mais aussi sur les prix de l'électricité. Tout est concerné. Alors ces 3 secteurs, ils ont des liens entre eux, mais il y a aussi des faits générateurs qui ont fait que depuis 3 ans, les prix sont exorbitants et on manque tout simplement de volume de production sur l'ensemble de ces catégories d'énergie. Alors on pourrait se dire que c'est la catastrophe. Moi je pense qu'il faut des crises tirer des bons enseignements. Et ce que je veux vous dire déjà, c'est que ces 3 crises conjuguées, Covid, c'est de la dispo du parc nucléaire français, mais qui impacte toute l'Europe, et de la guerre en Ukraine, on peut se dire que ça nous mobilise et que ça donne lieu déjà à une prise de conscience absolument massive. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été autant à parler d'efficacité et de sobriété il y a 2 ans, si on n'avait pas été confronté collectivement à ces sujets de Covid, de guerre, etc. Et moi, j'ai envie d'en faire une bonne nouvelle. On parle d'indépendance et de souveraineté, on parle d'efficacité, on parle de sobriété, et aussi, moi, je parle de flexibilité. Maurizio l'a dit, il faut qu'on se préoccupe de la flexibilité de la demande. Aujourd'hui, donc après ces 3 éléments de crise qui sont concentrés sur 2020, 2021, 2022, on est aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, dans une énorme tension entre nos objectifs de climat et nos objectifs tout simples de sécurité d'approvisionnement. Est-ce qu'on a assez d'énergie pour continuer à vivre normalement? La question, très honnêtement, elle est ouverte. C'est pas très sûr que, du point de vue de l'approvisionnement en gaz et du point de vue de l'approvisionnement en électricité, les quelques hivers qui viennent soient si faciles que ça à passer. Alors, avant de vous rendre la parole, je vais me risquer quand même à 2 périodes. Les 3 crises dont je vous ai passées, elles nous font entrer dans un monde, 2022, 2023, 2024, peut-être 2025, que je vais appeler être le monde des écarts. Il va falloir qu'on accepte de faire des écarts à nos engagements, ou en tout cas donc à nos trajectoires climat.
Vous avez entendu que le gouvernement allemand rouvrait des centrales à charbon, rouvrait des centrales à lignite. Ça, c'est pour des questions de pénurie gazière. La France aussi, hein. La France, pour des questions de tension sur son système électrique, elle envisage de faire tourner un peu plus la centrale de Saint-Avold, et c'est une centrale au charbon. Donc il va falloir qu'on accède pendant 2-3 ans des écarts à nos trajectoires qui étaient déjà bien orientées, mais pas très rapides. Il faut qu'on en profite pendant ce temps des écarts sur le CO2 à reparler, comme on le fera ce matin, de transfert d'usage absolument massif vers les moyens décarbonés. Et ça, c'est potentiellement long, donc c'est le moment de s'y préparer maintenant, dans ces 2-3 ans que j'appelle les années des écarts. Et puis après, à partir de 2024-2025, dans l'hypothèse où l'essentiel des tensions sur l'appro de gaz se sont calmées, il va falloir qu'on revienne sur nos trajectoires initiales. La marche sera un petit peu plus grande. La bonne nouvelle, c'est que pendant 2 ans, on se rend compte que consommer de l'énergie, c'est cher, ça pose des problèmes de souveraineté, ça nous interpelle sur la question de la demande. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on soit très agile. Et donc très agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on modifie nos modèles de régulation, qu'on développe des nouvelles incitations prix. Et ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus rapide, finalement, des pouvoirs publics, des opérateurs que nous sommes, mais aussi de l'ensemble de ceux qui jouent sur la question de la demande. Et ils sont là. Il y a des producteurs d'hydrogène, il y a ceux qui s'occupent de chaleur, il y a ceux qui font de la rénovation thermique. Ça relève d'une sorte de mobilisation générale. Il va falloir qu'on aille chercher les ressources, les incitations et les solutions tech pour que, dès qu'on sort de ces quelques années des écarts, on puisse revenir le plus vite possible sur une trajectoire de maîtrise de la demande à peu près acceptable au regard des enjeux et de ce à quoi on s'est engagé avec les jalons 2030 et bien évidemment notre jalon 2050. J'en ai fini, cher monsieur, je vois le panneau stop. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier, non seulement d'avoir précisé ces tensions, mais d'avoir expliqué, fait une partie de mon boulot pour expliquer ce qu'allait être la suite. Donc je donne sans transition la parole à Benoît Potier pour présenter la vision d'Air Liquide. Peut-être juste un mot avant. Le grand défi dans les années à venir, c'est de parvenir à trouver une solution pour remplacer à peu près 150 milliards de mètres cubes de gaz russe. Et lorsqu'on regarde le plan européen qui s'appelle le plan Repower EU, sur ces 150 milliards, on ne trouve que 50 milliards à peu près, un gros tiers de gaz pour remplacer du gaz. Et les autres solutions, elles sont là. Benoît. Merci, bonjour à tous. Donc moi, je vais peut-être commencer sur le sujet de la décarbonation avant d'en venir à l'hydrogène, solution notamment. Il y a décarbonation parce qu'il y a eu carbonation, il ne faut juste pas l'oublier. Il y a eu carbonation parce que, qu'on le veuille ou non, dans la nature, l'oxygène s'associe au carbone pour la vie, parce qu'on respire, pour la combustion, parce qu'il nous faut le feu depuis très longtemps, et parce qu'on en a besoin dans beaucoup de procédés. Donc, la question pour moi, c'est comment on défait ce qu'en partie la nature a fait ou l'homme a fait. Et ça me paraît important, et je voudrais juste reprendre la phrase de Lavoisier que tout le monde connaît, qui est « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En fait, c'est ça le problème de la décarbonation. C'est vraiment comment on arrive à faire l'inverse de cette transformation. Alors, c'est un sujet de moyen-long terme. Et ce que je peux vous dire, c'est que toutes les entreprises que je connais sont maintenant embarquées, quels que soient les secteurs, dans une feuille de route pour décarboner à 2050. Donc ça, je pense que c'est un grand acquis des 5 dernières années. Mais à court terme, ça c'est au niveau de l'impact, à court terme, il faut mener les actions. C'est-à-dire que c'est d'ores et déjà aujourd'hui que l'on engage nos actions pour arriver à cette décarbonation. Donc, il y a une question de timing qu'on réalise peut-être pas, mais l'optimisme est là et les entreprises ont commencé à travailler. Alors, la décarbonation, et c'est un petit peu la fin de mon introduction, ça rebat toutes les cartes énergétiques. En fait, depuis le début, on a parlé plus d'énergie
que de carbone ou de décarbonation. Ça nous incite à aller rechercher les nouvelles énergies, pas seulement le renouvelable, mais toutes les autres formes d'énergie. Ça rebat aussi complètement la géopolitique de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions qu'on va pouvoir envisager sont des solutions locales ou mondiales. Et donc, c'est un facteur important. Ça rebat aussi les modes de consommation. On va parler tout à l'heure de sobriété, vous en avez dit un mot à l'instant. Donc on a en fait, dans ce problème de la décarbonation, tout qui est lié. Et il ne faut pas non plus l'oublier. Alors un petit rappel dans les secteurs émetteurs de carbone. Quand on regarde le monde, deux grands pays comme la Chine, les États-Unis, l'Europe ou la France, les répartitions en fait, des émissions de carbone ne sont pas du tout les mêmes. En France, par exemple, la production d'électricité ne représente que 12% des émissions. Les chiffres sont ceux de 2019, site du gouvernement français, donc facile à retrouver. Alors qu'en Chine, dans le monde, c'est 41% et la Chine, 52%. Donc les émissions de CO2 par pays sont très différentes. Ce qui est sûr, quand on veut regarder les solutions, c'est qu'on identifie tout de suite que l'énergie, la production d'électricité est un grand émetteur de carbone, de même que le transport. C'est donc bien là qu'il faut essayer d'aller chercher les solutions. Alors, moi, je voudrais juste vous dire que les technologies de décarbonation existent aujourd'hui. Simplement, il faut être un petit peu malin. C'est-à-dire que pendant des siècles, on ne s'est pas préoccupé du carbone qui était émis dans les procédés industriels. Et que, en fait, pour aller rechercher le carbone, il faut d'abord éviter de le diluer dans l'atmosphère, dans tous les gaz qui sortent de tous les procédés chimiques, à la sortie du pot d'échappement des voitures, enfin partout où il y a du carbone, en fait, on a très très peu de capacité à capturer le carbone immédiatement. Donc il faut s'attacher à transformer les procédés industriels pour essayer de concentrer en carbone pour aller le capturer plus facilement. Toutes ces technologies existent aujourd'hui. Simplement, ce qu'il faut, c'est bâtir à l'échelle. Et aujourd'hui, on n'est pas encore à l'échelle. Pour ce faire, ce que l'on essaye de faire, c'est de concentrer les actions, donc aller travailler dans les grands bassins industriels, travailler en amont, là où on émet beaucoup de carbone. Alors, quelles industries? L'acier, la chimie, le pétrole, le ciment, et bien d'autres industries qui émettent en fait beaucoup de carbone. Donc tout ça est en cours. Et on essaye de le faire plutôt dans les grandes plaques continentales. L'Europe est un champ de bataille idéal pour aller chercher le carbone. L'Amérique du Nord était pareil, la Chine, le Moyen-Orient, un certain nombre comme ça de plaques. Donc la stratégie des grands industriels aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller rechercher ce carbone là où il est, donc en travaillant là où il est dense. Alors enfin, dernier point, évidemment, solutions existent. Je vais parler en moins de 5 secondes de l'hydrogène, puisqu'on me demande d'arrêter de parler. L'hydrogène, ça n'est pas une énergie. En fait, c'est un vecteur d'énergie. C'est une première énergie qu'on a transformée en hydrogène. L'hydrogène est une solution qui pourrait conduire à peu près remplacer 20% de l'énergie consommée mondiale à l'échéance de 2025, c'est-à-dire à faire 20% du trajet pour abattre les émissions de CO2. Ce sont des chiffres qui ont été élaborés avec le Conseil mondial de l'hydrogène. Les technologies de production existent. On ne peut pas utiliser l'électricité dont tout le monde a besoin en premier lieu, d'abord pour faire tourner les machines ou s'éclairer, parce que ça, c'est la priorité. En revanche, toutes les énergies intermittentes qui sont là quand elles sont là, mais qui sont souvent en excès, peuvent être transformées en hydrogène. L'hydrogène peut être stocké, et peut être stocké pendant des années, pendant des saisons, contrairement à l'électricité qui a beaucoup de mal à être stockée à court terme. Donc l'hydrogène est en fait un produit qui peut remplacer une partie de l'énergie que nous avons. Les technologies pour le produire existent. Simplement, c'est une question de mix, d'organisation générale du système énergétique. Donc on me demande de m'arrêter. Je vais donc attendre les questions pour parler plus avant de l'hydrogène. Merci. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à Sylvie Géano, qui est à la tête de Dalkia, donc qui est la filiale de services énergétiques d'EDF. On pourrait aussi reparler d'hydrogène. Je sais que vous êtes très impliqué dans la filière.
mais c'est peut-être pas ce par quoi vous allez commencer. Merci. Et surtout, merci à vous d'être là de façon si matinale. Alors, trouver la trajectoire de décarbonation, je crois que vous êtes là aussi parce que vous avez envie que nous réussissions cette trajectoire. Et puisque ces rencontres s'appellent « Réussir les transformations du monde », c'est bien là le sujet et le défi planétaire que nous avons à relever. Ayez en tête que c'est vrai que les objectifs, on les connaît bien, mais entre un scénario à 1,5 degré et un scénario à 2 degrés, il y a dans un cas une banquise qui fond totalement l'été une fois tous les 100 ans. À 2 degrés, c'est une fois tous les 10 ans. Donc on connaît bien cette urgence et c'est toujours bien de se la répéter. Alors quand on regarde les questions énergétiques, et elles sont essentielles pour réussir cette trajectoire de décarbonation, tout simplement, vous l'avez dit, l'électricité est la première cause des émissions de CO2 dans le monde. Cependant, ça n'est pas vrai en France. On a en France une énergie extrêmement décarbonée avec, je dirais, une stratégie qui est claire. Nucléaire plus renouvelable donne une électricité sans carbone. Donc il est intéressant de regarder, pour décarboner et réussir cette trajectoire de neutralité carbone en France, de regarder un petit peu comment ça se structure. Quand on regarde l'ensemble des consommations d'énergie en France, il y a à peu près la moitié de ces consommations-là qui sont consacrées à produire de la chaleur. Après, il y a un quart production d'électricité et un quart pour le transport. Cette production de chaleur, alors ça veut dire quoi la chaleur? La chaleur, c'est le chauffage, l'eau chaude et la vapeur industrielle. Donc il est intéressant évidemment de s'intéresser à la décarbonation de cette chaleur. Alors comment on fait de la chaleur décarbonée qui émet de moins en moins de CO2? C'est deux choses. La règle, elle est assez facile, on la retrouve là pour le coup tout le temps. C'est 1, produire bas carbone, consommer bas carbone. Et je vais détailler ce que ça veut dire. Et 2, consommer moins. Et on rejoindra évidemment ce thème de la sobriété dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, consommer bas carbone pour produire de la chaleur, ça veut dire quoi? Alors, dans la ville, par exemple, ça veut dire développer des réseaux de chaleur à partir d'énergies renouvelables. Aujourd'hui, on sait faire du chauffage pour les gens dans des réseaux de chaleur, donc ce qu'on appelle le chauffage urbain, peut-être de façon plus commune, en récupérant la chaleur des incinérateurs de déchets, par exemple. C'est la première énergie, alors c'est pas vraiment de renouvelable, hein, on est sur de l'économie circulaire, on l'appelle de l'énergie de récupération. On récupère cette chaleur, on l'injecte dans des réseaux d'eau chaude et on va chauffer les bâtiments de la ville. La deuxième énergie renouvelable, là, pour le coup, pour faire ça, c'est le bois énergie, avec des chaudières biomasse. On brûle du bois et on chauffe de l'eau et on injecte dans les réseaux, ça chauffe les bâtiments de la ville. Juste une anecdote, le bois en France est développé de façon durable, on n'importe pas de bois, on va chercher le bois à 50 km et nous n'utilisons que les branchages du bois, c'est-à-dire que le bois est d'abord utilisé pour faire des meubles et de la charpente, et donc pour stocker du CO2, et nous n'utilisons que le déchet du bois en quelque sorte. Et la forêt en France, pour terminer là-dessus, est en croissance. Il y a d'autres énergies, il y a la géothermie, on va chercher l'énergie de la Terre, en particulier en région parisienne, il y a une couche géothermale à 1000 mètres sur Terre, on va chercher les énergies de la mer avec de la thalassothermie, etc., etc. Deuxième exemple pour décarboner l'industrie, pour le coup, puisque on vient juste d'en parler. Dans l'industrie, là encore, on est capable de substituer les chaudières gaz, fioul, par des chaudières bois. Et d'ailleurs, France Relance, puis France 2030, va consacrer beaucoup d'argent. Il y a 5 milliards d'euros qui arrivent pour décarboner l'industrie. Il y en aura une partie pour décarboner les systèmes de production de vapeur et de chauffage. Et on va, grâce à des appels à projets qui sont en cours, substituer des chaudières gaz par des solutions bois. Ça peut être également du bois de recyclage, qu'on appelle des solutions bois B. Ça peut être également, si je continue sur l'économie circulaire, ce qu'on appelle des combustibles solides de récupération. Alors ça, c'est ce qui reste après le tri de la poubelle jaune. À la maison, vous mettez dans la poubelle jaune, il y a plein de choses qui vont être recyclées, le papier, le verre, le plastique. Et puis, il reste des choses. Ces déchets qu'on ne sait pas recycler, ça s'appelle les combustibles solides de récupération. Ils ont un bon pouvoir calorifique et on peut là encore les mettre dans des chaudières. Et par exemple, Arkema qui a fait ce choix à Lannemezan va construire une chaudière CSR. Donc voilà des exemples de production de chaleur décarbonée et je crois qu'on a vraiment besoin d'accélérer sur ces projets. Deuxième sujet, le consommer moins. Alors consommer moins, ça veut dire quoi? C'est aussi un des métiers de Dalkia. On dit toujours Dalkia, c'est la chaleur, c'est le thermique, c'est vrai. C'est aussi les économies d'énergie. Et les économies d'énergie, c'est vraiment deux choses. C'est produire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire substituer
des technologies actuelles par des technologies qui sont plus efficaces énergétiquement. Par exemple, pour des exemples que vous connaissez bien, quand je change ma chaudière gaz et que je mets une pompe à chaleur électrique, je décarbone massivement mon chauffage et je consomme moins, je suis plus efficace. Et puis il y a le consommer moins. Et le consommer moins, ça s'organise. Ça s'organise parce qu'on va piloter les consommations pour aller consommer juste ce qu'il faut quand il faut et ne pas consommer quand il ne faut pas. Alors, je vois que je dépasse un tout petit peu, donc je vais juste terminer. Anecdotiquement, l'électrification, vous le sentez bien, est un sujet et fait partie de la solution, en tous les cas en France, quand l'électricité est décarbonée. Et je vais terminer pour vous donner aussi 3 facteurs clés de succès sur ces solutions de décarbonation. Je crois qu'on ne réussira pas ces trajectoires si on ne réussit pas les questions d'innovation. Il y a beaucoup d'innovation dans ces solutions que nous devons mettre en place sur le terrain. Le deuxième facteur de réussite, c'est le numérique. Christine Lagarde l'a très bien dit hier. Le numérique, ça consomme un peu et on sait faire du numérique durable, mais le numérique est clé pour traiter les datas, pour optimiser, pour piloter. Et je vais terminer par le sujet de l'humain, des compétences, parce que sans compétences, sans talent, sans techniciens, sans ingénieurs, on ne fera pas la transition énergétique. Et je sais que tous les jeunes, là, dernièrement, ont beaucoup revendiqué le fait qu'on accélère cette transition énergétique dans les remises de diplômes. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Eh bien, passons de la revendication à l'action et venez nous rejoindre dans les métiers de la transition énergétique. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Benoît Bazin, qui est à la tête de Saint-Gobain. Pour tout un chacun, Saint-Gobain, c'est nos doubles vitrages, ce qui n'est pas totalement étonnant, parce que je crois que vous êtes à la tête de l'entreprise qui a été créée, d'une entreprise créée par Colbert sous la forme d'une manufacture royale des glaces au XVIIe siècle. Bon, j'ai lu Wikipédia il y a 30 secondes, donc ça doit être pas très loin de la vérité. Alors, voilà, on a décidé évidemment de se focaliser sur... et dire le cœur, enfin une des batailles essentielles qui est celle de l'efficacité dans le bâtiment et dans le logement. Merci, bonjour à tous. Effectivement, on a parlé d'urgence énergétique, d'urgence climatique. Moi, le point que je souhaite mettre en avant, c'est l'efficacité énergétique. On n'arrivera pas à réussir notre trajectoire de décarbonation sans réellement de l'efficacité énergétique. Alors aujourd'hui, le premier foyer de perte de l'énergie et donc du carbone, c'est les bâtiments. Les bâtiments publics et privés de par le monde représentent à peu près 40% des émissions de CO2. Donc aucun pays, il y en a 120 qui s'y sont engagés sur la neutralité carbone, n'y arrivera pas si on ne décarbone pas les bâtiments et si on ne travaille pas l'efficacité énergétique du bâtiment. Il y a à peu près 85% des bâtiments d'aujourd'hui qui seront là en 2050 et donc il faut les décarboner. Quand on travaille l'efficacité énergétique du bâtiment, d'une certaine façon, on fait d'une pierre 3 coups. Premièrement, on traite le sujet du climat et du CO2. Deuxièmement, et on en voit l'acuité aujourd'hui, on travaille la justice sociale, le pouvoir d'achat, la justice sociale sur les passoires énergétiques, sur la précarité énergétique, qui est une vraie réalité en France. Et troisièmement, sujet malheureusement complètement aligné aujourd'hui, on travaille notre souveraineté nationale d'indépendance énergétique. Donc, rénovation énergétique des bâtiments, c'est le sujet essentiel. Et il faut absolument réaliser ces 3 objectifs d'une pierre 3 coups. Alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a été très lent. On rénove à peu près 1% des bâtiments en Europe par an, donc on n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur avant même de passer sur les modes de crise qu'évoquait Xavier. Pourquoi on en est là? Parce qu'on a toujours considéré que l'énergie était abordable. Abordable en disponibilité, je ne parle même pas du gaz russe, on le voit bien, on n'a plus d'électricité en France à la fin de l'année. On va l'acheter à l'extérieur. On a la moitié de notre parc nucléaire qui est à l'arrêt. Et deuxièmement, quand elle est abordable, elle est très chère. Donc il faut réellement passer dans un autre mode de raisonnement et d'une certaine façon se mettre en mode de crise, en gestion de crise sur tous ces sujets-là. Les solutions, heureusement, elles existent. Les solutions techniques aujourd'hui existent. Faire une rénovation d'un bâtiment, on peut baisser avec des produits qui existent aujourd'hui de 70 à 80% la consommation énergétique d'un bâtiment. Mes recommandations, c'est 3 choses. Premièrement, passer sur une logique d'investissement. On raisonne souvent, quand on regarde la rénovation d'un bâtiment, dans une logique de coût. Il faut passer dans une logique d'investissement. Je vous donne deux chiffres. Les gouvernements européens, depuis septembre, dépensent à peu près 1,5, 1,3% du PIB pour des chèques énergétiques, pour des réductions de taxes, pour faire en quelque sorte le pompier
sur la facture énergétique. Si on dépensait 0,5% du PIB, c'est-à-dire à peu près un tiers, en investissement dans la rénovation énergétique, on doublerait la vitesse de rénovation énergétique du bâtiment. Donc vous voyez, avec notre coût fiscal de faire le pompier, on consomme 2 ans d'efforts d'investissement qui ne seraient pas gaspillés par la fenêtre sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc passons dans cette logique d'investissement plutôt que logique de pompier, même si naturellement il faut le faire parce qu'il y a une réalité sociale très très dure. Deuxième sujet, c'est de passer sur des rénovations globales. Il faut faire des gestes globaux de la rénovation. Il faut former, Sylvie l'a dit, des compétences. Si on est sérieux sur la rénovation des bâtiments, c'est à peu près 600 à 800 000 emplois en Europe, des emplois locaux non délocalisables et des emplois qui participent au bien-être et à la qualité de vie de nos concitoyens. Puis troisième sujet, et j'en termine là, il faut travailler collectivement, en coopération, arrêter d'opposer les différents sujets. Je pense que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. On a longtemps vécu dans le mythe en France que l'énergie nucléaire ne coûte rien parce que son coût marginal est nul. On voit bien qu'on est complètement sorti de cette logique. Et il faut, c'est pas parce qu'on électrifie les sources d'énergie, c'est pas parce qu'une pompe à chaleur peut être un bon système. Encore une fois, si une maison est mal isolée, la pompe à chaleur ne sert pas à grand-chose. Donc il faut d'abord isoler les maisons, ensuite les électrifier, ensuite mettre des capteurs, ensuite mettre des pompes à chaleur. Mais le premier ordre de grandeur de l'effort, c'est réellement l'innovation dans l'efficacité énergétique, le bâti du bâtiment. Voilà, je m'arrête là, mais il y a réellement une situation d'urgence, à la fois au plan social, climatique et puis d'indépendance nationale sur la rénovation énergétique du bâtiment. On sait faire, il faut juste multiplier par 3 la vitesse. Merci. Benoît aura fait preuve de particulièrement d'efficacité puisqu'il aura terminé de parler avant que le feu stop ne s'allume. Alors, Jean-Marc Olagnier, patron d'Accenture Europe, nous a fait l'amitié d'accepter de parler alors que tout a été dit à peu près. Et donc le challenge, c'est de montrer notamment dans une perspective, disons, de coopération entre secteurs, comment se pose cette question. Et puis peut-être de revenir sur la question du capital humain, de la formation qui a déjà été un peu évoquée par Sylvie. Beaucoup de choses ont été dites. Je pense que sur cette trajectoire de décarbonation, les bonnes nouvelles, c'est que la mobilisation des acteurs est là. Vous, en tant que citoyens, les régulateurs européens, on en a parlé. Je pense que la mobilisation des entreprises était un sujet de question. Je crois qu'il faut être clair qu'il n'y a pas de solution sans la décarbonation aussi du secteur économique. Et souvent, les entreprises sont critiquées, mais on a un rôle à jouer aussi, un rôle clé. Et la mobilisation des acteurs économiques depuis COP21 à Paris et le dernier COP à Glasgow et tous les acteurs. Aujourd'hui, on a plus de 60% des acteurs économiques qui ont un plan certifié sur la décarbonation de leur secteur. On a à peu près tous les secteurs industriels légers, si je puis dire, secteur du consommateur. Les enjeux qu'on a, c'est qu'on a encore quelques gros secteurs industriels où l'enjeu de la décarbonation est possible, mais n'est pas économiquement viable. Les gros secteurs comme le ciment, la sidérurgie, qui sont des très gros consommateurs d'énergie. C'est pour ça que les solutions de M. Potier sur l'hydrogène sont très importantes, parce que l'électrification qui marche bien dans la plupart des secteurs économiques, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions pour ces secteurs industriels. Alors maintenant, l'enjeu, vous l'avez vu, c'est on ne va pas assez vite. Donc, monsieur, vous l'avez de dire, mais globalement, on ne va pas assez vite. Le secteur industriel ne va pas assez vite, mais l'ensemble des secteurs ne vont pas assez vite. Et l'enjeu, c'est d'accélérer. Alors, quelques observations sur comment accélérer. On a beaucoup parlé des solutions, et je pense que les solutions à l'échelle font partie. On a pratiquement toutes les solutions dont on a besoin à horizon 2030, mais on a encore besoin de beaucoup d'innovations technologiques. Je pense que tout ce qui tourne autour de la capture du carbone, tout ce qui tourne autour du stockage de l'électricité, peut-être aussi de l'hydrogène vert à grande échelle, probablement des nucléaires de petite taille. On a encore besoin d'innovations de rupture qui vont nous permettre d'accélérer dans la réalisation de solutions économiques à l'échelle. Et en particulier dans le secteur de l'industrie lourde, on n'a pas toutes les solutions à l'échelle qui peuvent nous permettre d'avancer. Deuxième sujet dont on a parlé aussi, c'est le numérique qui va contribuer. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que vous en avez parlé, mais c'est clairement un sujet pour la mesure, pour l'optimisation, mais aussi pour la mise en place de nouveaux modèles économiques. On parle beaucoup du scope 3 dans les émissions de carbone, qui sont vraiment les émissions au sens large. On est tous le scope 3 de quelqu'un.
Donc il va falloir mettre en place des nouveaux systèmes de collaboration et le digital peut aider. On l'a vu dans les villes, mais là on le fait sur les grands sites industriels maintenant. Donc le numérique fera partie de cet élément-là. Maintenant il y a aussi tous les nouveaux business models. Je pense que l'économie circulaire va faire partie aussi des solutions qui vont nous permettre d'avancer. Donc sur les solutions, on est probablement dans une bonne étape de progression, mais on a encore beaucoup de travail et on n'a pas toutes les solutions à horizon de 2050. Alors, dernier sujet, je voulais parler, c'est ce que tu disais, Patrice, c'est le sujet des talents. Et comme on a beaucoup d'étudiants ici, c'est particulièrement important. Aujourd'hui, tout le monde et toutes les entreprises voient bien la guerre des talents. Le numérique a généré une guerre des talents sur cet aspect-là. La guerre des talents va au-delà du numérique aujourd'hui, mais on le voit bien, la guerre du numérique aujourd'hui est réelle, parce que toutes les entreprises cherchent à recruter des talents dans le secteur du numérique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le secteur de la décarbonation et l'enjeu de la décarbonation, c'est beaucoup plus important que le numérique, en termes de taille d'investissement, mais aussi en termes de talent. On a fait une enquête avec la Commission européenne. On aura besoin probablement de 7 millions de talents dans les 15 ans qui viennent, juste pour la partie énergétique de la décarbonation. On aura besoin de centaines de milliers d'emplois sur l'efficacité énergétique. De la même manière sur l'hydrogène vert. Donc on aura besoin de beaucoup plus de talents que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a une mobilisation absolument gigantesque. Il y avait un article en Allemagne cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il y avait la seule inquiétude aujourd'hui dans la décarbonation qui est mentionnée, c'est qu'il manque 500 000 emplois pour faire la transition décarbonée de l'Allemagne d'ici 2030. Donc ça vous donne un ordre de grandeur des enjeux de talent. Donc comme tu le disais Sylvie, je crois que la mobilisation, c'est aidez-nous, rentrer dans ces métiers, on n'a pas assez de talent. Et c'est vrai que critiquer les entreprises, c'est parfois facile parce qu'on est souvent aussi partie du problème. Mais aidez-nous à trouver les solutions et on a besoin de vous parce que ce qui est devant nous est très excitant, c'est très enthousiasmant, mais ça va être beaucoup de travail. Merci. Merci Jean-Marc. Alors on avait prévu 10 minutes de questions sans surprise, il nous reste 5 minutes. Des mains vont se lever. Alors, vous êtes prioritaire si vous avez un polo bleu et moins de 28 ans. Oui, oui. Voilà. Alors, j'ai 2 polos bleus et moins de 28 ans qui sont là. J'ai une vision assez dictatoriale de la gestion des panels. Je vous en prie, allez-y. Merci à toutes les intervenantes et intervenants pour ces débats aussi enrichissants qu'intéressants. Ma question concerne les différences entre pays dans la situation de la décarbonation, surtout la dite différence entre les pays en développement et développés. Les pays en développement par des situations différentes, comme c'est le cas de l'économie colombienne qui dépend énormément de l'exportation d'énergie fossile, mais aussi des droits différenciés comme les par la Chine et l'Inde, les droits au développement qui permettent de polluer. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que tous les pays doivent suivre la même trajectoire de décarbonation ou est-ce qu'on doit suivre des trajectoires différenciées de décarbonation? Merci. D'accord. On va prendre une deuxième question. Voilà. On va essayer de faire une question ramassée. La réponse à la première question sera pour Maurizio. Oui, merci pour vos exposés. En fait, vous n'avez pas forcément tous réagi au sujet qui était évoqué au début, qui était les écarts à la trajectoire 1.5. Et donc, j'étais un peu curieux de savoir en quoi les événements des derniers mois, que ce soit le Covid ou la guerre, ont remis un peu en question vos plans pour atteindre les objectifs de 1.5. Bon, donc 2 questions. Est-ce qu'on doit, lorsqu'on est dans le monde en développement ou émergent, suivre les mêmes trajectoires ? Et puis, deuxième question, je me fais votre porte-parole. Est-ce que la guerre doit nous conduire à faire le deuil du 1.5 ? So, well, thank you for asking that question. The costs of the energy transition are very different depending on whether you're in an advanced economy. Les coûts de la transition énergétique varient selon votre situation. On a entendu hier de la Banque de France que les coûts approximatifs pour l'économie française étaient de 2 à 3% du PIB par an. Les coûts pour un pays en Amérique latine est entre 5 et 6% du PIB pour arriver au zéro carbone. Pourquoi ça coûte plus cher dans les pays en voie de développement? Tout d'abord,
Le prix de la technologie est pareil. Les véhicules électriques, les panneaux solaires, les coûts sont les mêmes. Mais la base PIB est beaucoup plus basse. Beaucoup de ces économies dépendent des carburants fossiles pour leurs revenus. Donc la transition énergétique comporte des risques parce qu'il risque de perdre ses revenus. Donc le défi est beaucoup plus important. Et le côté du financement de cette transition devient clé. Où est l'argent? D'où viendra l'argent? Ça ne peut pas être au coût de la vie dans les régions. Dans les différentes régions, les niveaux sont déjà très bas. Donc c'est une question très pertinente pour ces conversations mondiales. Saint-Gobain, on est dans 75 pays. On applique depuis 2016 un prix interne du carbone, le CO2, pour toutes nos décisions d'investissement et de R&D. C'est le même partout dans le monde. On a baissé de 23% nos émissions totales de 2017 à 2021, malgré la croissance du groupe. Et on a des initiatives en Inde, par exemple, sur de la biomasse d'usines qui tournent avec de l'écorce de riz. Donc non, il n'y a pas de distinction, parce que ce sont les engagements de décarbonation dans l'ensemble du groupe Saint-Gobain. Donc on a des initiatives très fortes sur la sustainability, par exemple en Inde. Quand on fait le siège de Google en Inde, avec du verre, ce sont les mêmes exigences de verre décarboné ou de solutions de performance énergétique. Donc moi je crois que notamment les groupes internationaux, de ce point de vue-là, peuvent avoir cet effet d'échelle d'apporter des solutions à toute vitesse, et eux-mêmes ont pris un engagement qui est un engagement monde, et donc il faut trouver des solutions. Et ne croyons pas que l'Europe est en avance. Elle est souvent en retard par rapport à ces sujets-là, en termes de créativité, d'innovation, d'audace, d'énergie photovoltaïque solaire. L'Inde, par exemple, est bien plus en avance que bien de pays européens. Deuxièmement, donc, est-ce que la guerre est le dernier clou dans le cercueil du scénario du 1.5 ? Il ne me semble pas que ce soit l'idée qu'on a essayé de faire passer. Benoît, peut-être ? Moi, je pense que c'est au contraire, ça a accéléré considérablement la prise de conscience sur l'usage de l'énergie, production et usage d'énergie. En fait, on a vu dans beaucoup de domaines, on a vu en fait des solutions qui étaient inacceptables devenir acceptables. On a aussi accepté le fait qu'on aurait besoin de solutions intermédiaires. Regardez ce qui vient de se passer en Europe sur l'acceptation du gaz en Allemagne et du nucléaire en France dans la taxonomie, c'est-à-dire dans les règles d'équilibre entre les différentes énergies en Europe. Donc en fait, ça a accéléré les choses. Sur l'hydrogène, je peux vous dire que toute l'Asie était, avant tout le monde, préoccupée, Japon, Corée, à développer cette énergie, alors que le reste du monde, sauf l'Europe, était plutôt dubitatif. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est en train de s'y mettre dans des très grandes proportions. L'Europe accélère, tous les pays d'Europe accélèrent, et l'Amérique du Nord, les États-Unis en particulier, sont en train de mettre les bouchées doubles. L'Amérique du Sud, elle-même, est aussi très, très engagée. Donc en fait, la guerre en Ukraine a servi de catalyseur, et aujourd'hui, on peut dire que c'est en pleine accélération. Donc je suis plutôt optimiste. Je pense qu'on ne fera pas mieux comme mot de la fin, et comme... je suis désolé, là, le feu rouge est allumé en rouge vif, donc on peut remercier nos panélistes. « 30 secondes pour laisser la place à la prochaine équipe. Merci. Next session, please.